Monsieur Marzouki, bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Nous sommes le 9 janvier, Oui. pratiquement un an depuis la fuite de Ben Ali dans ce palais de Carthage, autrefois inaccessible. Là maintenant, il l'est. Donc, est-ce que déjà, tout d'abord, est-ce que vous commencez à être habitué à ce qu'on vous appelle Monsieur le Président ou qu'est-ce que ça fait pour vous? Pas grand-chose. Moi, je suis toujours moi-même. Il y a des moments où, effectivement, le protocole l'exige, je l'accepte. Il y a des moments où le protocole ne l'exige pas, je l'accepte tout autant. Je crois que ce n'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est de s'habituer, non pas au titre, mais aux fonctions. Et les fonctions sont extrêmement exigeantes, à la fois en termes de dépenses physiques, de dépenses nerveuses, de temps consacré, de dossiers affrontés. Et c'est ça la nouveauté, là, c'est que on se retrouve face à un tsunami de problèmes auquel on est plus ou moins d'abord prêt, auquel on est plus ou moins habitué. Et il faut faire vite, tout vite, et surtout apprendre vite. Apprendre vite est bien. Et d'être dans ce palais aussi, ça a une valeur de symbole ou pas du tout? Moi, j'ai l'habitude j'ai vécu aussi bien dans des prisons que dans des bouges, que dans des maisons très pauvres, etc. Donc pour moi, je suis capable de faire abstraction de l'environnement. Ce qui est important, c'est qu'il s'y passe. Les décors, pour moi, ce ne sont que des décors. Il y a une portion, j'aimerais vous parler un tout petit peu du Canada et du Québec que vous connaissez. Je me souviens, on s'était parlé il y a 2 ou 3 années en France et vous m'avez parlé d'un projet d'investissement que vous avez essayé, juste pour situer les lecteurs et les gens dans ce que vous êtes. Il y a eu un projet dans les années 90 que vous avez obtenu de santé communautaire, je crois, et il a suffi qu'il y ait votre nom là-dedans pour que ce projet-là avorte totalement et que ça ne fonctionne pas. En fait, c'était plutôt avec les Belges. C'était un projet de recherche scientifique avec les Belges. Et effectivement, le gouvernement, à l'époque, l'avait rejeté parce que mon nom y figurait. Mais je sais qu'avec le Québec, dans les années 80, on a eu de très très bonnes relations, notamment au niveau de l'Université de Montréal. Et ce sont les Québécois qui nous ont aidés à mettre en place un service de santé communautaire. On a beaucoup expérimenté leurs théories, notamment sur la planification par programme, sur l'éducation pour la santé, etc. Certaines descriptions ont fini par être... on a vu que ce n'était pas applicable, qu'il fallait adapter le modèle donc, de la santé communautaire québécoise aux réalités de notre pays. On l'a fait. J'ai eu d'excellentes relations avec les amis québécois pendant toutes les années 80. À partir du moment où, dans les années 90, j'ai viré sur les droits de l'homme, donc j'ai été chassé de la faculté, et depuis ce jour-là, en fait, les relations avec les collègues québécois se sont interrompues. Même si vous êtes allé, je pense. Non, je ne suis plus retourné depuis que j'ai été chassé de l'université, je ne suis plus retourné au Québec. Mais j'en ai gardé un très bon souvenir, à la fois d'un peuple avec qui on peut communiquer grâce au français et avec qui on peut avoir de très bonnes relations. Et je souhaite vraiment que ces types de relations reprennent aussi bien avec le Québec qu'à l'échelle provinciale. À l'échelle fédérale, vous voulez dire? À l'échelle fédérale et le Canada. Et à l'échelle du Québec. Justement, ça nous emmène à un dossier particulier qui est important pour les Tunisiens, qui est le cas de Hassan Trabilsi, qui est le beau-frère de Ben Ali, qui est actuellement depuis presque un an, depuis le 20 janvier 2011, à Montréal, au Canada. Il y a une demande officielle d'extradition qui a été faite par la Tunisie et il n'y a rien encore. Comment vous jugez ce dossier-là, le comportement du Canada là-dedans? Est-ce que vous comprenez cette situation ou bien vous renouvelez cet appel? C'est-à-dire que moi, en tant que militant des droits de l'homme, je comprends tout à fait la notion de droit d'asile, sauf que je me demande dans quelle mesure un pays peut donner le droit d'asile à quelqu'un qui a quand même qui a été l'un des piliers de la dictature, qui a été l'un des piliers de la corruption, que nous soupçonnons d'avoir volé le peuple tunisien de façon extrêmement large. C'est pour ça que je renouvelle mon appel aux autorités canadiennes qui nous aident et à la fois à récupérer cet homme pour qu'il soit jugé et nous sommes capables de lui donner un procès tout à fait équitable, comme nous espérons récupérer aussi l'argent que les malfrats nous ont volé, qui malheureusement est actuellement dans quelques pays. Y compris le Canada. Y compris le Canada. On s'attendrait à ce que nos amis occidentaux
qui ont quand même pas mal, je dirais, ou soutenu activement ou accepté à partir d'un certain culturalisme, pour ne pas dire autre chose, accepter que bon, ces pays-là, c'est des pays qui ne sont pas encore mûrs pour la démocratie, les intérêts de l'Occident, c'est de travailler avec les États tels qu'ils sont, etc. Je pense que les révolutions arabes ont mis à mal ces théories et qu'il est temps que nos amis occidentaux reconsidèrent un peu leur façon de voir nos pays, qui traitent de nous d'égal à égal et qui s'acceptent de nous renvoyer et nos criminels et notre argent. Je pense que cela peut être très bien vu par nos sociétés et puis ça nous permettra peut-être de passer l'éponge sur ce que je considère comme un déficit démocratique de la part de nos amis démocrates. Est-ce que vous avez quand même l'impression qu'il y a une certaine lenteur pour ce cas-là en particulier, parce que vous venez de renouveler la demande? Est-ce que ça vous choque un peu qu'on doive attendre et attendre pour un cas qui est assez flagrant pour les Tunisiens? Oui, mais encore une fois, nous aussi Tunisiens, nous devons redoubler d'efforts, redoubler d'insistance, et nos amis québécois, j'espère, et nos amis canadiens, j'espère qu'ils vont accepter notre point de vue, parce que c'est vraiment, si vous voulez, c'est le salaire du crime, quoi. C'est d'accepter la liberté, la sécurité et de garder de l'argent volé à notre peuple alors que nous sommes dans des difficultés énormes. Je crois que c'est pas du tout ce que souhaiteraient les Québécois. Je suis sûr que les citoyens québécois appuieraient totalement notre point de vue. Le Canada a été le seul pays au monde à interdire que les Tunisiens à l'étranger puissent voter parce qu'on a considéré que les Canadiens considéraient qu'il n'était pas normal que leur pays soit considéré comme une circonscription extraterritoriale. Parce que vous savez, il y a eu les Amériques. Et malgré cela, les Tunisiens ont voté, même s'il y a eu une demande formelle du Canada de ne pas voter. Est-ce que ça vous avait choqué à ce moment-là? Je parle des élections du 23 octobre. C'est pas que ça a choqué, je trouvais cela incompréhensible. Je ne suis absolument pas le raisonnement, puisqu'après tout, ça ne portait pas préjudice au Canada. Et ça renforçait la démocratie, c'est tout à fait dans les traditions de la citoyenneté. Moi, je crois que c'est beaucoup plus une incompréhension, une maladresse beaucoup plus qu'autre chose, et j'y attache pas beaucoup d'importance. Okay. Est-ce que ça risque possiblement de nuire aux relations? Parce qu'à un moment donné, il était question de possibles représailles diplomatiques, surtout entre le Canada et la Tunisie. Avez-vous des informations là-dessus? Non, je pense que c'est un dossier qui a été plus ou moins bien géré. J'espère qu'il n'y aura aucune séquelle et que nous pourrons passer à une phase... je vous dis, je tiens particulièrement à ce que nous ayons de très bonnes relations avec tous les pays, y compris avec le Canada. Parce que d'abord, nous savons qu'il y a des citoyens... Donc nous partageons des citoyens tuniso-canadiens, parce que le français, d'une certaine façon, est un pont, parce que c'est un peuple avec lequel nous n'avons aucun contentieux de type colonial, donc toutes les relations devraient être au beau fixe, et il faut les promouvoir. Parlons, comme on est sur le dossier de l'extradition, il a semblé y avoir une contradiction entre votre position et celle de votre Premier ministre, M. Mohamed Jebeli, sur la question de l'extradition de Ben Ali. Des déclarations de presse de M. Jebeli ont laissé entendre que les relations avec l'Arabie Saoudite étaient plus importantes que cette demande d'extradition. Or, vous avez clairement dit non, ça, il faut qu'il y ait cette extradition. Est-ce que vous n'avez pas un sentiment, c'est comme pratiquement une cohabitation à la française, ou que le message n'est pas assez clairement exprimé entre vous et votre Premier ministre sur ce point-là, sensible pour les Tunisiens? Le mot cohabitation est un mot positif. Je veux dire, cohabiter, c'est vivre ensemble, c'est travailler ensemble, etc. Et donc, je ne nie pas qu'il y ait une cohabitation. Maintenant qu'il y ait sur certains points une différence de perception et de sensibilité, oui, je pense que le propre de toutes les cohabitations, c'est qu'on puisse avoir sur un problème des points de vue différents, mais convergents. Je veux dire que nous cherchons tous les deux l'intérêt de la Tunisie. Personnellement, je ne veux absolument pas mettre en cause ni en danger les relations avec l'Arabie Saoudite. Mais parallèlement à cette volonté de promouvoir les rapports entre l'Arabie Saoudite et la Tunisie, moi je pense que l'une des façons de promouvoir ces rapports, c'est que l'Arabie accepte soit de nous livrer M. Ben Ali, soit tout simplement de cesser de le protéger, dans la mesure où nous pensons, encore une fois, que le droit d'asile est un droit sacré. Moi-même j'en ai profité. Quand il s'agit de donner asile à un homme victime de
violation de ses droits, menacé dans sa vie, etc. Mais vous ne pouvez pas donner asile à un criminel. Après tout, nous avons aujourd'hui 300 martyrs, donc 300 personnes qui ont été assassinées. Et ils portent quand même une lourde responsabilité dans ces 300 assassinats politiques, dans les 2000 ou 2000 à peu près blessés, sans parler des sommes colossales d'argent que cet homme a volé à ce pays. Donc, pour moi, il est évident que Ben Ali est à la fois un criminel et un assassin, et qu'on ne donne pas d'asile à un criminel et à un assassin. Quand vous dites cesser de l'abriter, est-ce que je comprends qu'il y a une possibilité de solution mitoyenne oui. où il peut être, je ne sais pas, extradé quoi, à La Haye ou à un autre endroit Est-ce que c'est une nouvelle proposition? Je ne l'ai pas entendu ça. Oui, non, mais nous avons fait cette proposition à nos amis saoudiens, c'est-à-dire tout simplement qu'ils nous demandent de s'en aller, de chercher refuge ailleurs, quitte à ce que nous puissions à ce moment-là faire fonctionner le mandat d'Interpol contre lui. Ok, mais il y a toujours le principe de Ijara, qui, selon les Saoudiens, qui dit, lui, a demandé notre protection, et dans les traditions arabo-musulmanes, on n'a pas le choix, même parfois dans le cas de... Même si ton pire ennemi te demande, ça vous connaissez assez bien la culture. Sauf que, encore une fois, je répète que le droit d'asile se fait pour des hommes qui ont été persécutés pour leur idée, pas du tout des hommes qui sont partis avec la caisse. Les résultats des élections du 23 octobre en Occident, ça a été accueilli de façon mitigée. Je vais vous donner un exemple. Dans mon propre journal, il y a quelqu'un, Richard Martineau, qui a écrit, et lui, évidemment, le résultat à l'étranger était assez semblable au résultat en Tunisie, avec entre 40 et 50% pour Nahda. Et lui, ce qu'il dit de deux choses l'une, où les Tunisiens qui ont appuyé les islamistes trouvent que la démocratie est une idée occidentale qui ne s'applique pas à leur pays d'origine. Là, il parle évidemment des Tunisiens résidant au Canada. Ou ils croient que l'islamisme est le meilleur système qui soit. D'une façon ou d'une autre, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et je peux vous dire, cette incompréhension-là du vote islamiste, elle existe beaucoup là, parce que le printemps arabe, le printemps tunisien a été soutenu pas mal en Occident. Et je sais qu'on vous la pose souvent, cette question-là, M. Marzouki. Mais il y a cette incompréhension vis-à-vis de ce vote-là particulier. Mais cette incompréhension, parce que les Occidentaux réfléchissent à travers leur chaîne culturelle et leurs habitudes. Je suis désolé, mais il faut aussi qu'ils puissent s'ouvrir à d'autres façons de raisonner. Mais pour rapprocher autant que faire se peut la réalité de leur type de raisonnement, je voudrais leur rappeler qu'il existe des partis démocrates chrétiens en Italie ou en Allemagne. Et d'ailleurs, en Allemagne, je crois qu'actuellement, il y a des démocrates chrétiens un peu partout, y compris dans le gouvernement. Alors, ce qui s'est passé dans leur pays est en train de se passer dans le nôtre, c'est-à-dire qu'il y a des partis conservateurs qui ont une forte ou une plus ou moins forte connotation religieuse, mais qui jouent le jeu de la démocratie. Il faut qu'ils cessent de confondre musulmans et islamistes. Islamistes et terroristes. Musulmans, ça ne veut pas dire islamiste, et islamiste, ça ne veut pas dire terroriste. Parce que dans l'islamisme, il y a un grand S au pluriel, et dans ces islamismes-là, il y a une partie de l'islamisme qui joue exactement le rôle que jouent les partis chrétiens-démocrates. C'est-à-dire que ce sont des partis conservateurs, plus ou moins de droite, centre-droite, avec une connotation religieuse. Et la Tunisie, qui est un pays normal, a un spectre politique normal, c'est-à-dire qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite, avec des partis donc du centre-droit, connotation religieuse. Et aujourd'hui, alors qu'on présente partout la Tunisie comme étant un pays tombé dans l'escarcelle de l'islamisme, comme ça de façon générale, la réalité, elle est quoi? Elle est que Ennahda est un parti donc, de centre-droit, l'équivalent d'un parti chrétien-démocrate, donc de centre-droit, et qui est en coalition avec deux partis laïques qui sont, eux, de centre-gauche. Le parti donc, de mon ami Ben Jafar, qui est le Takatol, et mon ex-parti, puisque j'en ai démissionné du moment où je suis président de la République, qui est le Congrès pour la République. Voilà. Ennahda a eu 42% des voix, donc ça veut dire que le reste n'a pas voté pour Ennahda, ils ont voté pour d'autres partis, et qu'aujourd'hui, dans la Troïka qui gouverne la Tunisie, il y a un président de la République qui est donc un homme donc séculariste, comme on dirait là-bas, séculariste de centre-gauche, et un homme séculariste de mon ami Ben Jafar, qui est à la tête de la Constituante.
Et donc la Tunisie n'est pas devenue islamiste. La Tunisie est gouvernée par une coalition dans laquelle il y a un important parti conservateur musulman. Puis voilà, c'est comme ça qu'il faut voir la réalité. Et tout le reste, c'est relève du fantasme. Une petite précision, vous avez dit, vous avez démissionné de votre parti. Est-ce que c'est de la présidence du parti ou du parti? Non, de la présidence du parti. De la présidence, d'accord. Vous êtes resté... Parce que c'est incompatible. incompatible. Quand vous êtes président de Tunisien, vous ne pouvez pas être président d'un parti. Vous êtes décrit comme quelqu'un de séculariste. Beaucoup en Tunisie trouvent que depuis un mois, 2 mois, après les élections, votre discours, même vos choix de mots et ces choses comme ça, c'est islamisé. Est-ce que c'est une fausse perception? C'est une fausse perception et en plus, il y a un journal, quand je suis allé en Libye, une dépêche m'a fait dire qu'il faut accepter le vote des islamistes parce que l'islam est la solution. Je n'ai jamais dit cela. C'est un mensonge pur et simple. J'ai tout simplement dit qu'il faut accepter les urnes telles qu'elles sont, et que s'il y a des islamistes gagnent démocratiquement les élections, il faut l'accepter. Je n'ai jamais dit que l'islam était la solution. Donc il y a une partie d'intoxication. Ouais. Et ensuite, je n'ai pas cessé de dire que pour moi, les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits de l'enfant, l'égalité absolue entre les citoyens, etc., sont des lignes rouges. Tout ce discours-là a été complètement squeezé. Et puis voilà, il va falloir continuer à émerger à travers un rideau de fumée que lâchent un certain nombre de gens qui ne sont pas du tout contents d'avoir perdu le pouvoir et qui n'acceptent pas la révolution, qui n'acceptent pas la troïka et qui essayent de... Bon, bien, c'est ça le jeu politique, mais je trouve que c'est quand même dommage que le jeu politique passe par le mensonge et la manipulation et l'intoxication. Hier à Kasserine, ça a été assez difficile pour vous. Est-ce que c'est vrai ou ça ne s'est faux. pas passé comme ça a été décrit? C'est totalement faux. Et là, je suis encore une fois accablé par la capacité de distorsion d'une certaine presse. Je suis allé dans la foule m'a littéralement embrassé. La garde présidentielle était sur les dents parce qu'ils pensaient que c'était dangereux. J'étais en plein dans la foule. J'ai eu un accueil absolument chaleureux, d'une charge émotionnelle extraordinaire. Et je reviens et je trouve que les gens racontent que, etc. Ils racontent que vous n'avez pas pu finir votre discours parce que vous avez dû quitter de façon précipitée. C'est totalement faux. Au contraire, c'est l'enthousiasme des gens qui a fait que la police a eu beaucoup de mal à gérer cela. Mais moi, à aucun moment je n'ai été chahuté, à aucun moment on m'a dit dégage. Et tout ça, ça relève de l'intoxication. Et malheureusement, en Tunisie, on commence à avoir une presse spécialisée dans... Il n'y a pas eu des Marzouki dégagés hier? Jamais. Vous ne l'avez pas entendu, vous? Non, jamais. De toutes les façons, on pouvait revenir aux vidéos, etc. Mais je suis quand même accablé à l'idée qu'il va falloir défendre des idées évidentes. Tout le monde était là, tous ceux qui ont vu. Et avec ça, je trouve sur Internet... Bon, mais c'est la guerre médiatique, mais je trouve que mes adversaires devraient quand même l'utiliser de façon comment dire, plus mesurée. Vous venez de signer un arrêté pour reconduire l'état d'urgence jusqu'au 30 mars. Oui. Vous-même, en septembre, quand ce même état d'urgence avait été renouvelé par M. Béger Khatib, si vous avez critiqué cette mesure-là. Oui, pourquoi l'avoir fait? Je l'ai fait parce que, si vous voulez, contrairement à ce que j'avais espéré, vous avez vu vous-même que la situation reste quand même assez explosive. Et d'une certaine façon, l'état d'urgence permet un peu de donner un cadre légal à une situation qui est tout à fait explosive, avec toutes ces grèves, toutes ces manifestations. Mais je pense bien j'espère bien que dans les 3 prochains mois, nous allons enfin en finir avec cet état d'urgence. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une contradiction, M. Marzouki, entre appeler les touristes à revenir et signer en même temps cet arrêté-là? Vous laissez entendre que vous n'aviez pas trop le choix de le faire à cause de la situation, mais en même temps, est-ce que ça n'envoie pas un message contradictoire aux tour opérateurs, au tourisme? Non, de toute façon, parce que les troubles, actuellement, vous savez très bien que les troubles sont strictement localisés dans certains endroits de la République, et que jamais personne ici n'a agressé un touriste et que tout se passe bien sur le plan de la sécurité, y compris des personnes d'ailleurs. La Tunisie est un pays où ça bouge beaucoup parce que pendant 50 ans, la répression lui a donné cet aspect de stagnation, mais de stagnation des marécages. Maintenant, le pays est en pleine effervescence, mais en aucune façon les touristes n'ont été agressés, en aucune façon
on a montré une xénophobie quelconque. Donc les touristes peuvent venir, et au contraire, moi, qu'ils voient aussi ce que c'est qu'un pays vivant, un pays qui recouvre la démocratie, etc. Quand on visite un pays, il n'y a pas que les plages, hein, il y a la population, et aujourd'hui la population tunisienne est en train de donner un bel exemple de vigueur démocratique, y compris avec les effets pervers de la contestation. Pendant tout le débat sur les prérogatives limitées du président de la République, on vous a très peu entendu, voire pas du tout. Pourquoi est-ce que vous considérez, comme tout le monde savait que vous allez être candidat, est-ce que vous considériez que vous allez être en porte-à-faux ou en conflit d'intérêts si vous deviez commenter ça? Non. Il y avait un accord avec les divers partis qui ont voté pour moi, et je savais bien que, si vous voulez, l'opposition avait beau jeu brusquement de vouloir étendre mes prérogatives. Si on avait fait le contraire, c'est-à-dire si on était venu avec des prérogatives extrêmement étendues, ils auraient crié à la dictature. Donc dans les deux cas de figure, leur contestation ne me paraissait pas très sérieuse. Et en plus, contrairement à ce qu'on dit, j'ai des prérogatives qui sont largement suffisantes pour que je travaille du matin au soir et que je participe à l'édification de l'État démocratique. Il n'y a pas eu d'engagement formel pour la période de 12 mois. Ça a inquiété beaucoup de gens. Pourquoi il n'y a pas eu un engagement formel pour la durée donc de cette Assemblée constituante? Parce que c'est mentir aux gens. C'est mentir aux gens de leur dire qu'on va tout terminer dans 12 mois. Regardez, maintenant nous avons déjà passé le premier mois et on n'a même pas eu le temps de commencer la Constitution. Je savais très bien que 12 mois était un pari qui n'était pas possible de tenir. Il va falloir très rapidement commencer aussi à discuter le budget de l'année prochaine. Or ça va prendre facilement 2 mois. Les députés veulent tout contrôler, et c'est tout à fait leur devoir, donc tout traîne. Et quand on aura le débat sur la Constitution, ça va être un débat complexe, difficile et lent dans la mesure où il y va des générations futures. La Constitution, c'est pas quelque chose de facile, c'est le pacte qui va sceller la nouvelle Tunisie, donc le débat va être lent, complexe, difficile, et il faut que ça soit fait. Et ensuite, une fois qu'on a la Constitution, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va fermer la boutique. Et il faut préparer les élections présidentielles et les élections législatives. Or là aussi, il va falloir faire la loi électorale, discuter du mode de scrutin, et vous allez voir que ça va prendre du temps et du temps. Et ensuite, le temps qu'on organise ces élections, parce qu'il faut du temps pour organiser les élections, donc là on est parti très facilement facilement, moi je dis, si on arrive à faire tout ça en 18 mois, ce serait bien. Et donc, j'ai l'impression que vous êtes plus dans une optique de 2-3 ans dont vous avez parlé dans votre campagne électorale. Pas forcément vous avez demandé 3 ans. Moi j'avais demandé 3 ans, mais j'ai toujours su que 1 an c'était totalement pas tenable. Okay, mais vous voyez 1 an et demi à partir du 23 octobre facilement pour avoir des élections quelque part début 2013, donc dans 1 an d'ici. Sur la question des universités, la faculté, particulièrement les événements de Sousse, de Manouba, là non plus on ne vous a pas beaucoup entendu, vous qui avez toujours été un défenseur des droits de l'homme, mais là est-ce que ça a été un mutisme ou bien on n'a pas rapporté vos propos? On n'a pas rapporté mes propos. Ici à cette même place, j'ai appelé les universitaires, le président de l'université, et je l'ai assuré de mon soutien aux universitaires, et je lui ai assuré que je n'accepterai jamais qu'on touche aux libertés donc, de l'université, et par conséquent, ma position est tout à fait claire là-dessus. Êtes-vous contre que des étudiants puissent être à l'université avec un niqab? Là aussi, il faut se rappeler que je reste quand même le militant des droits de l'homme, mais pour les militants des droits de l'homme, la liberté d'habillement fait partie intégrante des libertés publiques et privées. Donc c'est ce que j'ai dit aux universitaires, je leur dis, cessez de vous focaliser sur cette affaire, peu importe de toutes les façons, c'est tellement dérisoire comme problème compte tenu des 700 000 chômeurs que nous avons, on ne va pas s'épuiser parce qu'il y a une femme qui veut mettre le niqab. Mais en même temps, je pense qu'ils ont raison de dire que pour des raisons de sécurité, il faut que ces femmes montrent leur visage, ne fût-ce que pour bien montrer que ce sont elles et que ce n'est pas un criminel caché derrière un niqab. Donc voilà, moi je suis pour la liberté d'habillement, donc que les femmes mettent ce qu'elles veulent. Et on ne va pas en faire une question d'État, mais en même temps, il y a quelques principes de sécurité évidents qu'il faut respecter.
Je ne vais pas revenir sur tout le débat sur le fameux mot utilisé sur Sephirat, et vous avez Non. assez entendu parler Non, mais de ça. on peut revenir là-dessus. Pour moi, Safirat, ça veut dire des femmes non voilées. C'est de l'arabe classique. Ouais. Et je porte Qui n'est pas très utilisé. Oui, mais moi je ne porte pas la responsabilité de l'ignorance des gens. Je suis désolé, c'est un mot qui existe dans la littérature, oui, qui n'a absolument aucun sens péjoratif. Et ce n'est pas parce que les gens ignorent la langue que moi je dois en supporter les conséquences. Donc je ne retire rien à ce mot. J'ai tout simplement dit que le devoir de l'État est de protéger les femmes qu'elles portent ou qu'elles ne portent pas le voile, qu'elles portent le niqab. Ça, c'est le droit de l'État. Et alors après, on m'a dit, oui, pour vous les femmes, il y a 3 sortes de femmes. Oui, c'est cette segmentation, M. Marzouk, qui a été mal vécue, y compris par des gens proches politiquement. Non, attendez, là, c'est les gens qui veulent me chercher noise, parce que ailleurs, je n'ai pas arrêté de dire que je crois à l'égalité entre les sexes, et que pour moi les libertés de la femme, l'égalité homme-femme est une ligne rouge. Je n'ai pas arrêté de le dire. Au contraire, je pense que l'État aujourd'hui en Tunisie doit dépasser cette histoire des droits de la femme liés tout simplement au fait qu'elle soit de sexe féminin, pour dire qu'aujourd'hui cette question elle est réglée en Tunisie. Aujourd'hui, la grande bataille, c'est de promouvoir les droits sociaux, économiques et politiques de la femme citoyenne. Et vous voyez très bien que là, parmi les photos, donc sur mon bureau, il y a la photo de Tahar Haddad, qui est celui qui a participé à la libération de la femme dans les années 20, qui a été le grand théoricien, et Abshira Ben Marad, qui a été l'une des femmes les plus brillantes de ce pays, puisque c'est elle qui a commencé son combat pour l'égalité pour les femmes, etc. Donc, c'est me faire un mauvais procès, et là, il va falloir que j'apprenne justement cette nouvelle technique, à savoir que des adversaires politiques acharnés sont prêts à se jeter sur n'importe quelle phrase pour la sortir de son contexte, pour l'interpréter. Mais vous savez, ce qui plaide pour un homme, c'est son passé, hein, et ses écrits, ses convictions, que des gens s'amusent à se jeter sur un mot pour le sortir de son contexte ou avec des phrases. Si ça leur fait plaisir, bien, tant mieux pour eux. Sur un autre sujet, à l'arrivée, il y a quelques jours, à l'aéroport Tunis-Carthage de Ismail Haniyeh de Hamas, il y a eu quelques cris, puis la vidéo a été assez populaire, particulièrement sur Facebook, où on entendait des morts aux Juifs en Tunisie. C'est lamentable. C'est lamentable, je condamne ça de la façon la plus absolue. Bon, moi, je n'ai pas voulu faire un communiqué là-dessus, parce que ça me paraît tellement lamentable, quelques crétins qui disent une stupidité. Vous savez très bien que j'ai reçu ici le rabbin donc de Tunisie, et je lui ai assuré que j'irai à la Griba, donc le grand pèlerinage juif, si je suis invité, avec plaisir, et que je lui ai demandé que nos concitoyens juifs reviennent dans leur pays, et par conséquent, je trouve que non, il faut. Et puis ensuite, vous savez très bien que les Tunisiens sont très très loin de partager ce cri imbécile d'un quelconque crétin, donc je ne veux même pas commenter ça, c'est tellement grotesque et c'est tellement lamentable. Il y a quelques publications françaises au cours des derniers jours. On n'a pas vraiment su si elles n'ont pas été distribuées. Ça n'a pas été clair si c'était une censure déguisée, si c'est l'Association Presse qui a décidé de ne pas les distribuer. Comment avez-vous vécu ça, alors qu'un des acquis de cette révolution, c'est la possibilité de lire des publications qui étaient autrefois censurées sous Ben Ali? Je parle de l'Express, du Point, de l'Express. Je pense qu'il y avait des dossiers sur l'islam. Vous faites allusion à ce journal qui aurait montré l'image du prophète? Oui, une image voilée, c'est-à-dire on ne voyait pas vraiment apparemment, et ça n'a pas été distribué. Il y a le supplément du Nouvel Obs aussi qui n'a pas été distribué. Je ne sais pas, honnêtement, je reste profondément attaché à la liberté de la presse, mais comme pour toutes les affaires là où il y a eu ces histoires de caricatures du prophète, d'images du prophète, etc., je dis vraiment, est-ce qu'on n'a pas mieux à faire que de provoquer, je dirais, les gens, de démontrer qu'on est libre que lorsqu'on s'attaque aux croyances des uns et des autres? Est-ce que c'est vraiment ça, si vous voulez, le grand test de la liberté, pour un homme ou pour un peuple? Je ne suis libre et je ne peux prouver ma liberté que si je marche sur si je vous agresse dans vos convictions les plus profondes. Moi, je trouve que là aussi, la liberté des uns s'arrête où commence la liberté des autres. Donc moi, je suis pour la liberté d'expression. Je ne suis pas du tout pour que vous fassiez un article ou un livre contre l'islam.
pour expliquer pourquoi vous êtes contre l'islam, etc. Mais ça, c'est différent que de commencer à ridiculiser le prophète. Et moi, je n'accepterai pas plus qu'on ridiculise le prophète que je n'accepterai qu'un musulman ridiculise Jésus. Je veux dire, il y a ici un problème de tact, de sensibilité. Il faut respecter les croyances des autres. Il ne faut pas croire que je ne suis libre que si on m'autorise à me moquer des autres. On n'a pas le droit d'agresser les autres dans ce qu'ils ont de plus profond, même si on n'est pas d'accord avec eux. Il faut apprendre le respect des gens, le respect des croyances. Mais le problème dans ce cas, si vous me permettez, M. Marzouki, c'est que normalement on doit laisser des publications et les gens auront le choix de les acheter ou non. Or, il semble que les gens n'ont pas cette possibilité-là, donc ça peut devenir problématique s'il n'y a pas de décision de justice qui dit, parce que vous dites ridiculiser, encore faut-il qu'il y ait une décision de justice indépendante qui dise telle publication, on estime qu'elle dérange nos convictions religieuses les plus profondes. Oui, bon, les gens auraient le choix de le lire ou de ne pas le lire. Là, nous allons entrer dans un débat philosophique. Je ne pense pas que nous avons le temps de faire ça. Moi, je peux vous dire tout simplement ma position. Je suis pour la liberté d'expression, y compris celle de défendre l'athéisme, d'attaquer l'islam, etc. Mais il faut savoir s'arrêter là où on agresse les autres dans leur sensibilité religieuse. C'est une question de tact, de bonne éducation, d'humanité. Et c'est, je trouve, très regrettable que certains gens traversent cette ligne rouge, soit par provocation, soit par légèreté, soit par inconscience. Et je ne parle pas de ceux qui le font par provocation. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui en Tunisie, il y a encore des forces occultes pro-Ben Ali qui s'activent? Bien sûr, bien sûr. Et on les trouve un peu partout. Et c'est normal. Quand vous faites une révolution, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez, il y a une répartition tout à fait différente donc du pouvoir, de la considération et de la fortune. Ceux qui avaient le pouvoir, la fortune et la considération le perdent. Et évidemment, ils ne s'en remettent pas. Ils vont tout faire pour récupérer ce qu'ils ont perdu. Et comme ils ne disparaissent pas dans la nature, comme ils ne fondent pas comme du sel dans l'eau, ils sont là et ils passent tout le restant de leur vie à vouloir récupérer ce qu'ils ont perdu. Et pour cela, il faut qu'ils mettent les bâtons dans les roues dans le nouveau système. Donc ils sont là, ils sont partout, on en est totalement conscient. Mais nous comptons sur d'abord la dynamique de l'histoire, sur la volonté de notre peuple pour que leur capacité de nuisance soit réduite au minimum. Les dernières semaines, il y a eu beaucoup de choses qui sont écrites sur Sejnen et sur des groupuscules salafistes. Est-ce que ça reste vraiment, comme c'est très groupusculaire et anecdotique pratiquement, entre guillemets, ou bien il y a une menace quelque part? Il n'y a pas de menace. En Égypte, les salafistes ont fait 20% des voix. En Tunisie, ils n'ont même pas participé aux élections, ils n'existent pas sur la carte politique. Évidemment, personne n'est dupe. Dans tous les pays du monde, il y a des extrémistes de droite. Je pense qu'au Québec, vous en avez tout autant que nous. On les surveille, on regarde, on voit, on prendra les décisions qu'il faut pour protéger la République, pour protéger la démocratie, les droits de l'homme, les droits de la femme s'ils sont menacés. Pour le moment, ce n'est encore que beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Bon, il reste juste 3 ou 4, ça va être très rapide, M. Marzouki. Il y a le mot ndimesh que vous avez utilisé par rapport à la Libye qui a été traduit par plusieurs comme fusion. J'aimerais juste que ce soit clair. Est-ce que dans votre vision d'avenir, la relation avec la Libye serait comme dans une logique d'Union européenne où les États nationaux gardent leur souveraineté, ou bien si à moyen et à long terme, votre vision est celle d'un seul État? Non, j'ai toujours dit, vous connaissez, si vous lisez mes livres, que je me bats pour Ittihad al-Shaoub al-Arabi al-Mustaqil. Donc, ma vision à moi, c'est une vision de type Union européenne, c'est-à-dire que les États arabes doivent garder leur indépendance, leurs frontières, leur drapeau, etc. Mais garder des frontières, si vous voulez, à l'extérieur, mais à l'intérieur, fonctionne exactement comme l'espace européen. Et je suis en train aussi bien en Libye que dans les déplacements que je vais faire au Maroc, en Algérie et en Mauritanie, je plaide pour ce que j'appelle les 5 libertés, 5 pays, 5 libertés. Alors la liberté de circulation à l'intérieur de l'espace maghrébin, la liberté donc de propriété, la liberté du travail, la liberté de résidence et la liberté de participer aux élections municipales.
Ce sont ça ce que j'appelle les 5 libertés pour fonder un espace maghrébin. Et donc c'est dans ce concept-là que, et le mot d'image traduit par fusion montre encore une fois que les gens ne comprennent pas la langue arabe. D'accord. Municipal, c'est-à-dire que des Libyens installés en Tunisie depuis quelques années pourraient participer aux élections municipales parce qu'ils paieraient leurs taxes municipales bien sûr, voilà. Et tout ça. La question de la censure de certains sites internet, il y a une décision de la justice tunisienne qui a été confirmée en appel. Le cas est encore en cassation sur la question des sites pornographiques. Qui demande à l'ATI, l'agence tunisienne d'Internet, de censurer ces sites-là. Quelle est votre position là-dessus? Pour le moment, moi je ne commande pas les décisions de justice. D'abord, ça c'est une décision de justice, ce n'est pas à moi de commenter une décision de justice. Ceci étant, encore une fois, je suis pour la liberté d'expression, mais il n'existe aucune liberté dans l'absolu, ça n'existe pas. Hein. C'est pas parce que vous avez le droit à la liberté d'expression que vous pouvez insulter les gens, etc. Donc là aussi, c'est une question de bon sens, c'est une question de lignes rouges. Il ne faut pas que ces lignes rouges soient le prétexte à la censure, à la diminution des libertés. Il ne faut pas non plus que, sous prétexte de la liberté d'expression aussi, je vous dis, on peut dire n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi. Là aussi, la ligne qu'il faut mettre doit être une ligne discutée par la société, acceptée par les uns et les autres, lors d'un débat, mais il faut toujours qu'il y ait une ligne quelque part. Mais sur cette ligne, n'est-ce pas le rôle plus de la famille et des parents plutôt que de celui de l'État d'ordonner à une agence étatique gouvernementale de censurer des sites internet? Oui, mais encore une fois, je vous dis, je ne veux pas commenter une décision de justice. D'accord. Vous êtes très jaloux de votre vie privée, vous n'en parlez pas, mais vous avez assez connu la France, pour savoir, c'était tout un débat avec M. Mitterrand, sur la question par exemple de la santé. Il y a eu un éditorial dans le Maghreb de Omar Sabou qui vous demandait, il faut qu'on connaisse l'état de santé du président. Est-ce que vous estimez que l'état de santé du président est une question d'ordre privé ou c'est une partie qui est publique là-dedans? Attendez, il faut que je vous explique ce que M. Sarabou voulait dire, c'est de santé mentale. Vous savez que pendant des années, l'une des grandes attaques contre moi par M. Ben Ali, c'était de me présenter comme un psychotique, comme un malade mental. Et un jour, j'ai eu une conversation avec un ambassadeur suédois, un ambassadeur scandinave. On a discuté pendant une heure, et puis après, il me regarde, il me dit, mais M. Marzouki, vous me paraissez un homme, ça c'était dans les années 90, vous me paraissez un homme tout à fait normal. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, mais parce que tous les sbires de Ben Ali nous disent, M. Marzouki est fou. Ben, je lui dis, oui, c'est normal, vous connaissez très bien l'usage de la psychiatrie soviétique pour un dictateur, un dissident, c'est soit un traître, soit un fou. Donc, comme je suis un dissident, pour M. Ben Ali, je suis probablement les deux, dissident et fou. Donc, ça fait partie, si vous voulez, de ces façons si vous voulez, d'attaquer ses adversaires qui, à mon avis, ne sont pas dignes. Maintenant, pour ce qui est de ma liberté privée, je vous dis une chose très simple, c'est que les gens me disent, mais il faut absolument que nous voyions votre femme et vos filles. Le problème, c'est que ma femme et mes filles m'ont demandé de protéger leur intimité. C'est elles qui veulent. Disent, écoutez, vous êtes là peut-être pour un an, puisque il n'est pas du tout sûr que, je vaille me présenter, et si je me présente, il n'est pas du tout sûr que je sois élu. Donc, elles me disent, il faut, puisque de toute façon ce n'est qu'une période transitoire, il faut absolument, nous voulons rester protégés. Et donc, c'est sur ordre de ma femme et de mes deux filles de dire, nous ne voulons pas que notre vie privée soit... Et c'est tout simplement le respect de cette volonté familiale et pas du tout la volonté de cacher quoi que ce soit. Et en plus, moi, je pense qu'il faut vraiment que la politique cesse d'être pipolisée. Je pense que les gens doivent juger un homme politique sur ce qu'il donne au pays et que le respect de la vie privée doit être un principe absolu. Les hommes politiques qui exposent leur vie privée dans un objectif politique, à mon avis, ils ont tort. Et les gens qui veulent fouiner dans la vie politique, dans la vie privée des hommes politiques et les juger sur cette vie privée, à mon avis, ils ont tort. Il faut qu'il y ait un espèce d'accord clair entre les uns et les autres pour dire, moi je suis là pour servir le pays,
Et le reste, ça ne regarde que moi. Est-ce que ça vous a fait mal, toutes les rumeurs? Parce qu'il suffisait d'ouvrir le Facebook tunisien. Puis je m'excuse de la poser, mais sentez-vous à l'aise de ne pas répondre là. Mais je peux vous dire que c'est la question que beaucoup se posent sur un éventuel remariage, des choses qui sont de votre vie privée. Je suis marié, j'ai 2 filles parce qu'on vous a inventé un divorce, on vous a inventé un futur mariage. On m'a inventé un divorce, on m'a inventé machin. On est allé. Certains ont commencé, par certains de mes adversaires, ont même prétendu que je ne suis pas tunisien et que ma mère est marocaine. Et j'étais scandalisé quand j'ai appris que certaines personnes sont allées chercher, donc à la municipalité de Grand Balia, l'acte de naissance de ma mère. Et ils sont allés le vérifier? Oui, ils ont vérifié. Ils ont été surpris de voir que ma mère est tunisienne, probablement depuis 3000 ans. Attendez, vous trouvez ça normal? Puis, juste pour être... Encore une fois, je suis assez mal à l'aise de le dire, mais est-ce qu'on parle de votre épouse qui est française ou Oui, elle est française. Okay. Qui est toujours votre épouse, vous êtes marié oui, absolument. Qui réside en France Pour le moment, oui, parce que dans la mesure où je vous dis, nous pensons que ça peut être une période transitoire pas très courte, donc nous n'avons pas du tout voulu changer notre vie qui était une vie... bon, enfin bref. Il ne me reste que 2. Depuis un mois que vous êtes président, ou peut-être les 2 derniers mois depuis votre élection à l'Assemblée constituante, puis votre désignation à titre de président, quelles ont été vos principales erreurs? Avez-vous été naïf quelquefois, spontané, un peu avec toujours le chapeau d'analyste plus que celui de président? Vous l'avez mis assez souvent, ce chapeau-là, pendant des dizaines d'années? Écoutez, moi, depuis 30 jours, premièrement, je suis allé chez les gens. Donc, je suis allé chez les gens. Donc, là, ça, on m'a reproché ça. Comment est-ce qu'un président de la République va chez les gens? Moi, je suis allé chez les citoyens, je suis allé visiter les maires de martyrs, je suis allé visiter les blessés de la Révolution. Voilà. Ensuite, j'ai ouvert ce palais. Les dimanches, maintenant, ce palais est livré aux enfants. Les enfants viennent visiter mon bureau, ils s'assoient à mon bureau. C'est ouvert le dimanche, porte ouverte aux enfants. J'ai ouvert ce palais à l'opposition. Le 3e vendredi de chaque mois, les chefs de l'opposition viennent ici pour dîner. Je l'ai ouvert aux intellectuels, je vais l'ouvrir chaque jour un peu davantage. Je parle spontanément avec mon cœur. J'essaie de sortir un peu des sentiers battus de type de relations. Alors si certains considèrent cela comme des erreurs, soit, moi je les assume ces erreurs, mais pour le moment, je veux parler le langage du cœur, être au service des gens, et puis voilà, dire la vérité. Je pense que s'imaginer qu'être un homme politique, c'est forcément la langue de bois, le cynisme, et que c'est ça qui signe la qualité d'un homme d'État. Mais écoutez, moi je ne pense pas. Je pense qu'on peut faire ce métier en étant soi-même, en gardant ses propres convictions, en parlant comme je vous parle. Si les gens estiment que c'est pas ça l'homme politique, eh ben, tant pis. Et de toutes les façons, il va y avoir des élections dans un an et demi. Si le peuple ne veut pas de moi, vous risquez d'être candidat aux prochaines élections? J'en sais rien. Je vous dis, je me donne le temps pour voir. Mais en fin de compte, ce sera au peuple de juger, hein, puisque maintenant nous sommes en démocratie, donc voilà, c'est le peuple qui aura le dernier mot pour savoir si j'ai commis ou si je n'ai pas commis d'erreur. La décision de céder les autres palais que celui-là au ministère des Domaines de l'État dans le but de les vendre, ça a été beaucoup traité de mesures populistes. Avez-vous trouvé que c'était populiste? Ou il y a une autre tendance qui dit ça c'est du patrimoine tunisien, ce n'est pas au président de décider de le céder comme ça? Attendez. Ouais. Je viens ici et je découvre que M. Ben Ali avait le droit à un palais qui paraît-il est beaucoup plus luxueux que ce palais-là, à Hammamet. Et puis ensuite qu'il a 3 palais qu'il occupe 2 jours par an. Et alors que ce pays, moi quand j'ai fait ma campagne électorale, j'ai vu des gens vivre dans des cavernes. Attendez, j'aurais gardé ces palais, qu'est-ce qu'on aurait dit? Ah, ce monsieur se prélasse dans les palais, etc., le luxe. Maintenant que je dis, ces palais-là, qui n'ont aucune valeur historique, contrairement à ce qu'on raconte, ce sont des palais qui ont été construits les 20 dernières années, qui n'ont aucune valeur artistique. Je dis, aujourd'hui, nous avons besoin de mettre des ressources là où il faut, c'est-à-dire créer, financer des micro-projets
avec l'argent que ces palais peuvent rapporter, nous pouvons financer des milliers de micro-projets pour donner du travail aux jeunes. Alors, est-ce que ça a une logique de dire on garde ces palais à la disposition, à ma disposition, puisque je suis le seul qui peut en profiter. C'est le président, c'est à la disposition du... Est-ce que ça a vraiment une certaine logique? Écoutez, la mauvaise foi, elle doit s'arrêter quelque part. Et là, c'est vraiment de la mauvaise foi. Un, encore une fois, ce sont des habitations nouvelles. Deux, elles n'ont aucune valeur historique. Trois, c'est de l'argent, ce sont des ressources gaspillées dans un pays qui a besoin de ressources pour les mettre là où il faut. Encore un petit détail, quand je suis rentré dans ce palais, j'ai trouvé plein d'objets qui appartiennent au patrimoine, notamment dans la maison où j'habite. J'ai appelé les responsables des musées nationaux en leur disant est-ce que c'est des objets qui valent? On dit oui, c'est du patrimoine, il y avait des statues romaines, etc. J'ai dit vous enlevez ça et vous les mettez dans les musées. C'est là leur place. Donc, on parle de centaines d'objets? Non, 8. De 8 objets, je les ai renvoyés dans les musées. Voilà. J'ai découvert aussi ici que dans ce palais, il y a une salle de chirurgie qui ne fonctionne pratiquement jamais, qui est à la disposition du président, alors que nous avons besoin de... J'ai décidé que le ministère de la Santé, je les ai appelés, je disais, attendez, est-ce que les hôpitaux ont besoin de cette salle? S'ils me disent oui, mais emmenez-la. Une chaise dentaire aussi de grand luxe. Est-ce que le pays a besoin d'une chaise dentaire quelque part? Oui, emmenez. Ah, comme médecin, vous êtes bien placé pour savoir que si les gens trouvent cela populiste, eh bien je suis populiste. Je suis pour le peuple, oui. La toute dernière, Mahmoud Bardedi, vous avez dit ou laissé entendre, vous me corrigerez, que vous pourrez l'extrader. La peine de mort est encore appliquée en Libye. Est-ce que ça ne devrait... Juste ce détail, pas de détail, ce fait-là, oui. Est-ce que l'ancien président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, du Conseil national pour les libertés, juste pour ça, est-ce qu'il ne devrait pas dire qu'il n'y aura jamais, on ne le livrera jamais tant qu'il y aura... J'ai dit et j'ai redit que nous avons demandé l'extradition de M. Ben Ali, parce que nous estimons que c'est notre droit. Quand un homme a commis des graves crimes, il doit être jugé dans son pays. Mais j'ai dit que pour le Bardedi et Mahmoud, et je l'ai dit devant les Libyens, et ça a déplu fortement à certains, qu'en aucune façon nous ne redonnerons cet homme que si on est assuré que, premièrement, il n'y aura aucune atteinte physique, donc y compris la peine de mort, que deux, il sera soumis à un procès juste et équitable, et que en aucune façon, il n'est pas question de le leur donner. Et je tiens toujours à ce point de vue. Donc vous n'allez pas le donner du tout? Parce qu'on voit difficilement des possibilités de garantie pour ça, sans intégrité physique. S'il ne nous donne pas de garantie, il ne sera pas livré. Ça, je l'ai dit, et je l'ai dit publiquement en Libye, devant les Libyens. Donc vous ne pouvez pas me dire... Ça a été compris comme si... tout le monde a compris le contraire, que la Tunisie était disposée, à livrer, en principe, mais qui nous donne qu'il y ait une justice indépendante et qu'on soit garanti que physiquement, il lui arrivera rien, donc y compris d'être pendu. On est encore loin de là, visiblement, pour le cas libyen. Voilà, donc je ne peux pas vous dire plus. Et je leur ai dit, et publiquement, je leur ai dit que moi je suis d'abord un militant des droits de l'homme et que je ne trahis pas mes principes. Vous ne pouvez pas être plus clair. Je parle à ce militant des droits de l'homme. Rêvez-vous d'être le premier président à abolir la peine de mort ou je comprends que ce n'est probablement pas la priorité des priorités dans le pays, mais dans vos convictions à vous, je sais que vous y êtes. Quand je suis rentré ici, la première chose que j'ai demandé, c'est l'état des prisons, etc. Et pour le 14 janvier, il va y avoir une grâce présidentielle qui est extrêmement large. J'ai trouvé 93 condamnations à mort, dont 93 personnes étaient dans le couloir de la mort, dont 3 femmes. Et ils ont été graciés. Vous n'allez jamais signer à... Jamais. Et allez-vous l'abolir? Ou c'est trop compliqué dans nos sociétés arabo-musulmanes? Moi, je suis pour l'abolition, je suis un abolitionniste convaincu. Je pense que la question sera débattue à l'Assemblée constituante. Je ne suis pas sûr que, compte tenu actuellement de la composition de cette Assemblée et même de l'état d'esprit de la population, qu'on puisse y arriver. Mais ce qu'on peut obtenir, c'est un moratoire, c'est des dispositions juridiques qui rendent la pratique impossible. Même si juridiquement, noir sur blanc, on ne peut pas l'abolir pour le moment. Mais moi, je souhaiterais très vivement que j'étais toujours un abolitionniste connu et je le reste. Merci beaucoup pour cette entrevue, M. Mazour.